Dans un château sombre et menaçant, le seigneur démon se prépare à commencer sa conquête pour dominer le monde. Pour cela, il invoque ses 4 généraux démoniaques. Urmander l'infernal, Sylph de la tempête, Gnome le bastion terrestre, et enfin, il invoque le plus cynique et dépourvu d'âme de tous, un salarié japonais sous-payé. Denuski avait commencé à travailler pour son entreprise comme un simple employé de bureau insignifiant, mais il était plein d'espoir et sûr qu'il gravirait un jour les échelons de la promotion. Cependant, alors que Denuski travaillait plus dur pour le bien de l'entreprise, ses collègues passaient leur temps à flatter leur patron. Ainsi, ils obtenaient des promotions tandis que Denuski se voyait expédié dans un autre pays pour travailler sur un projet d'expansion. À son arrivée, Denuski découvrit que rien n'avançait, car le site manquait totalement de financement. Il essaya de convaincre son patron d'approuver un budget supplémentaire pour acheter les équipements nécessaires. Mais cela impliquait des coûts, et son patron refusa, tout en criant qu'il ne fallait pas gaspiller d'argent. Les locaux, indifférents à un travail sans outils adéquats, quittèrent le chantier, laissant Denuski tout gérer seul. Cependant, en voyant à quel point Denuski travaillait dur malgré sa solitude, les habitants furent inspirés et décidèrent bientôt de revenir pour l'aider. Mais juste au moment où il avait enfin tout mis en place et que les choses fonctionnaient, il reçut un appel de son patron. Au départ, il pensait que son travail acharné allait enfin être reconnu et qu'il recevrait une prime tant attendue. Mais il avait totalement tort. Il n'avait même pas prévu une petite fête avec des pizzas pour lui. Tout ce qu'il obtint en retour de ses efforts, c'était encore plus de travail, car ils décidèrent de le transférer dans un autre pays pour un nouveau projet d'expansion. À ce stade, Denuski commença à remettre en question ses choix de vie. Il réalisa qu'il gaspillait sa vie pour une entreprise qui ne se souciait manifestement pas de lui. Mais, perdu dans son angoisse existentielle, il ne prêta pas attention à son environnement et finit par se faire renverser par Moped-kun. C'est à peu près comme ça qu'il se retrouva ici. Cependant, Denuski pense qu'il doit y avoir eu une erreur, car il n'y a aucune chance que le seigneur démon ait voulu invoquer quelqu'un comme lui. Cependant, le seigneur démon l'appelle par son nom et lui explique qu'il l'a convoqué ici pour devenir son nouveau responsable des opérations à l'étranger. Il a reçu des rapports détaillés sur tout le travail acharné que Denuski avait accompli. Il avait été affecté à une succursale étrangère de son entreprise, avait appris la langue locale et gagné la confiance des habitants pour gérer efficacement la nouvelle activité. C'est pour cela que le seigneur démon pense que Denuski est le candidat parfait pour devenir l'un de ses 4 généraux d'élite. Denuski est plutôt heureux, car c'est la première fois que quelqu'un reconnaît réellement tous ses efforts. Mais il hésite un peu à accepter le poste de général démoniaque, car cela signifierait techniquement qu'il trahirait l'humanité. Cependant, le seigneur démon mentionne que le poste inclut des avantages sociaux complets, et tout à coup, Denuski commence à penser que rejoindre l'armée démoniaque n'est peut-être pas une si mauvaise idée. De plus, le seigneur démon respecte réellement les droits des travailleurs et précise qu'il ne forcera pas Denuski à accepter le poste s'il ne le souhaite pas. Tout cela donne à Denuski une réelle envie de rejoindre l'armée lorsqu'il y réfléchit. Il se rappelle comment il était toujours traité comme un déchet dans son ancienne entreprise. Il se dit qu'un déchet comme lui ne mérite pas un poste aussi important, et il est sur le point de refuser l'offre du seigneur démon. Mais avant qu'il ne le fasse, le seigneur démon s'écrie qu'il ne peut pas laisser la manière dont il a été traité dans son ancienne entreprise définir sa valeur. Cet endroit était dirigé par des managers odieux et égoïstes qui ne pensaient qu'à eux-mêmes et ne prêtaient jamais attention à tout le travail que Denuski effectuait en coulisses. Mais le seigneur démon ne fera pas cette erreur, car il est pleinement conscient de la valeur de Denuski en tant qu'employé. Alors, choisira-t-il de retourner dans son ancienne entreprise pour être à nouveau traité comme un déchet, ou restera-t-il ici pour aider à bâtir l'armée démoniaque? Denuski hésite encore à accepter, mais soudain, Ulmandra prend la parole et déclare qu'elle s'oppose fermement à l'idée d'avoir un humain faible dans l'armée démoniaque. Sylphide et Gnome
s'opposent également à l'idée, car ils ne voient pas comment quelqu'un comme Denusque pourrait aider l'armée démoniaque. Le Seigneur Démon comprend leur scepticisme et décide de soumettre Denusque à une épreuve pour montrer aux autres à quel point il est réellement compétent. Denusque commence à paniquer et tente d'expliquer au Seigneur Démon qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il est incapable de se battre. Mais il est déjà trop tard, car Ulmandra a décidé de l'attaquer de toutes ses forces pour voir de quoi il est capable. Elle a entendu dire que les humains venus d'un autre monde possédaient des pouvoirs spéciaux, alors elle ordonne à Denusque d'essayer d'arrêter son coup de pied mortel. Cependant, avant que le coup de pied ne puisse l'atteindre, le Seigneur Démon s'interpose et l'arrête. Ulmandra lui demande pourquoi il a interrompu son attaque, mais il lui fait remarquer qu'elle n'a pas attendu qu'il termine de parler et qu'elle a mal compris la situation. « Regarde le pauvre Denusque là-bas. Il a tellement eu peur qu'il s'est évanoui sous le choc. » Les autres sont surpris, car Ulmandra n'utilisait même pas toute sa force. Pour que Denusque perde connaissance à cause d'une attaque aussi faible, cela prouve qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Le Seigneur Démon leur confirme que Denusque est effectivement un simple humain, ce qui renforce encore leur opposition à sa nomination. L'armée démoniaque est entièrement composée de monstres, donc si un humain devait entrer dans le conflit de pouvoir entre les démons et les demi-humains, il se ferait dévorer presque immédiatement. Le Seigneur Démon admet qu'il existe une certaine friction entre les factions de son armée, mais c'est précisément pour cela qu'il a besoin de Denosuke et de ses compétences. Il ne s'attend pas à ce qu'il ait un corps robuste ou une puissance d'attaque incroyable, mais plutôt à ce qu'il fasse preuve de débrouillardise. À ce moment-là, Denosuke reprend enfin connaissance et commence à supplier qu'on le laisse partir, car il est certain qu'il ne pourra pas gérer des attaques comme celle qu'Ulmandra a tenté de lui infliger. Le Seigneur Démon lui demande de se calmer et lui explique qu'il ne sera pas attendu de lui qu'il combatte, mais qu'il a bien l'intention de lui donner un examen approprié. Il lui explique que l'armée démoniaque tente actuellement de conclure un pacte avec les tribus environnantes. Jusqu'à présent, ils ont réussi à parvenir à un accord avec les salamandres et les loups-garous, mais les négociations avec la tribu des Minotaures sont particulièrement difficiles. L'épreuve de Denosuke consistera donc à tout faire pour conclure un pacte avec les Minotaures. Avec les excellentes compétences de négociation de Denosuke, cela devrait être assez simple de gagner la confiance des Minotaures et de parvenir à un accord amiable. Cependant, Denosuke ne voit rien de simple dans le fait de négocier avec des Minotaures. Malgré cela, le Seigneur Démon croit fermement qu'il peut réussir. Il lui demande donc de poser toutes les questions nécessaires à Ulmandra. Par la suite, Ulmandra conduit Denosuke dans le couloir pour qu'il commence les négociations avec les Minotaures, mais elle pense que c'est une énorme perte de temps. Elle est convaincue qu'un humain comme Denosuke n'a aucune chance de négocier avec des Minotaures. Denosuke pense qu'Ulmandra a raison de le considérer comme inutile, mais le Seigneur Démon semblait tellement sincère en parlant de l'importance qu'il accorde à Denosuke. Tout ce que Denosuke a toujours voulu, c'est que son travail acharné soit reconnu. Alors, il décide de faire de son mieux pour répondre aux attentes du Seigneur Démon. À ce moment-là, Ulmandra informe Denosuke qu'ils sont arrivés à la salle de réunion où se trouve le chef de la tribu des Minotaures. Denosuke est un peu choqué par l'immensité de la pièce, mais Ulmandra lui explique que c'est tout à fait normal, car les Minotaures sont de grands monstres. Elle le met en garde en lui disant que les Minotaures sont réputés pour leur férocité et que s'il n'est pas prudent, il risque de se faire piétiner à mort. Lorsque Ulmandra ouvre la porte, Denosuke n'a aucune idée de ce à quoi il doit s'attendre avec le chef des Minotaures, mais il est déterminé à faire de son mieux pour négocier, quoi qu'il arrive. Cependant, dès qu'il voit le chef des Minotaures, il panique complètement. Il n'y a aucune chance qu'il puisse négocier avec quelqu'un comme Terius sans mourir instantanément. Ulmandra se sent mal pour lui. Alors elle lui propose de l'aider dans les négociations et Denosuke est vraiment reconnaissant pour cette aide. Mais rapidement, il remarque qu'Ulmandra commence à se disputer avec Terius
et il a la nette impression que les négociations ne se déroulent pas aussi bien qu'il l'espérait. Ulmandra ne comprend pas comment Terius peut être insatisfait de tout ce qu'ils lui ont offert, et Terius insiste sur le fait qu'elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Aucune avancée n'est donc réalisée sur le pacte, et Ulmandra quitte la salle de réunion. Elle ne comprend vraiment pas pourquoi il est si difficile pour Terius d'accepter le pacte alors qu'il était initialement ouvert à l'idée. Au moment où ils allaient finaliser l'accord, il s'est mis à crier « Non, non, encore et encore ». Ulmandra est revenu plusieurs fois pour voir s'il accepterait de signer le pacte, mais tout ce qu'il disait était « non ». Elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voulait. Ulmandra ne voit aucune solution possible et décide de laisser le reste à Denosuke, bien qu'elle soit convaincue qu'il échouera lamentablement. Denosuke commence à faire une véritable crise de panique, persuadé qu'il n'y a aucun moyen de sortir de ce pétrin. Mais alors qu'il marche dans les couloirs, cherchant désespérément une solution, il aperçoit une enseigne de bar et décide d'y entrer pour se changer les idées. Le barman lui tend une serviette chaude pour l'aider à se calmer, et Denosuke commande un verre tout en s'asseyant pour réfléchir. Il aimerait travailler sur les négociations, mais il se dit qu'il n'y a rien à faire si le client refuse de négocier. Cependant, Denosuke réalise soudain que Terius ne refuse peut-être pas réellement de négocier après tout. Denosuke a déjà vécu une situation similaire dans le passé, où un client disait constamment « non ». Mais en regardant dans les yeux de ce client, il avait réussi à comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, et les deux parties avaient finalement trouvé un terrain d'entente. Sachant désormais ce qu'il doit faire, Denosuke termine son verre et sort du bar, prêt à faire ce que tout homme d'affaires digne de ce nom sait faire: négocier. Pendant ce temps, Ulmandra est de retour dans la salle du trône du Seigneur Démon pour faire un rapport sur sa conversation avec Terius. Elle explique qu'aucune avancée significative n'a été réalisée, et elle doute que Denosuke puisse accomplir quoi que ce soit non plus, surtout qu'il est arrivé dans ce monde aujourd'hui même. Cependant, le Seigneur Démon garde foi en Denosuke et demande à Ulmandra d'attendre et de voir ce qu'il est capable de faire. Ulmandra ne comprend pas ce que le Seigneur Démon trouve d'exceptionnel chez Denosuke, mais décide tout de même d'aller vérifier comment il s'en sort. Lorsqu'elle le trouve, elle le surprend en train de remplir plusieurs sacs de foin. Intriguée, elle lui demande ce qu'il fait. Denosuke lui répond qu'il se prépare à avoir une vraie conversation avec Terius. Elle tente de lui expliquer que c'est inutile, car Terius n'est pas disposé à négocier. Mais Denosuke est convaincu qu'il y a encore une chance. Il suffit qu'il regarde Terius dans les yeux et qu'il exprime correctement ses émotions pour que tous deux parviennent à se comprendre. Ulmandra remarque que Denosuke semble beaucoup plus confiant qu'avant. Sans une once de peur cette fois, il entre dans la salle de réunion pour parler à Terius. Le matin suivant, Ulmandra entre dans la salle de réunion pour vérifier si Denosuke est toujours en vie. Mais lorsqu'elle regarde à l'intérieur, elle trouve seulement une pièce remplie de foin, et ni Denosuke ni Terius n'y sont visibles. Au début, elle pense que les négociations ont échoué et ont entraîné une grosse bagarre. Mais juste à ce moment-là, Denosuke entre et lui dit que tout va bien. Dans ce cas, elle exige de savoir pourquoi il y a du foin partout dans leur château démoniaque sacré, et surtout, elle lui demande où est passé Terius. Denosuke lui dit que Terius est en train de finaliser l'accord avec le Seigneur Démon, mais Ulmandra n'arrive pas à croire que Denosuke ait réussi à le faire accepter en une seule nuit. Il lui explique qu'il a simplement pris le temps de bien connaître Terius, ce qui a facilité le processus de négociation. Ulmandra avait pensé que Terius refusait de négocier parce qu'il criait « né » sans cesse, mais en réalité, Terius pensait que les négociations se passaient très bien. Denosuke a déjà vécu une situation similaire dans le passé, où un client disait constamment « non ». Mais en regardant dans les yeux de ce client, il avait réussi à comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, et les deux parties avaient finalement trouvé un terrain d'entente. Sachant désormais ce qu'il doit faire, Denosuke termine son verre et sort du bar, prêt à faire ce que tout homme d'affaires digne de ce nom sait faire: négocier. Pendant ce temps,
Ulmandra est de retour dans la salle du trône du Seigneur Démon pour faire un rapport sur sa conversation avec Tyrius. Elle explique qu'aucune avancée significative n'a été réalisée, et elle doute que Denosuke puisse accomplir quoi que ce soit non plus, surtout qu'il est arrivé dans ce monde aujourd'hui même. Cependant, le Seigneur Démon garde foi en Denosuke et demande à Ulmandra d'attendre et de voir ce qu'il est capable de faire. Ulmandra ne comprend pas ce que le Seigneur Démon trouve d'exceptionnel chez Denosuke, mais décide tout de même d'aller vérifier comment il s'en sort. Lorsqu'elle le trouve, elle le surprend en train de remplir plusieurs sacs de foin. Intriguée, elle lui demande ce qu'il fait. Denosuke lui répond qu'il se prépare à avoir une vraie conversation avec Tyrius. Elle tente de lui expliquer que c'est inutile, car Tyrius n'est pas disposé à négocier. Mais Denosuke est convaincu qu'il y a encore une chance. Il suffit qu'il regarde Tyrius dans les yeux et qu'il exprime correctement ses émotions pour que tous deux parviennent à se comprendre. Ulmandra remarque que Denosuke semble beaucoup plus confiant qu'avant. Sans une once de peur cette fois, il entre dans la salle de réunion pour parler à Tyrius. Denosuke commence enfin à s'habituer à son nouveau rôle de général démoniaque. Il apprécie les avantages, comme le fait d'avoir son propre bureau et un patron qui le soutient. Mais l'adaptation à l'environnement unique de l'armée démoniaque prendra encore un peu de temps. Déterminé à établir de bonnes relations avec ses collègues généraux, Denosuke décide de se présenter officiellement. Il s'arrête d'abord dans les quartiers de Sylphide. Lorsqu'il frappe à la porte, une jeune fille répond, le ton froid et dédaigneux. Elle se présente comme l'assistante de Sylphide et informe Denosuke que Sylphide est bien trop occupé pour le rencontrer. Bien que déçu, Denosuke sait qu'il ne sera pas facile de gagner le respect des autres généraux démons. Il se résout à réessayer plus tard. Avant qu'il ne puisse partir, Ulmandra, l'un de SS collègues, se précipite pour lui annoncer une nouvelle urgente. Le Seigneur des démons a confié à Denosuke une mission cruciale. Lors d'une réunion privée, le Seigneur des démons explique l'importance d'une alliance avec la tribu des Obras, une puissante nation demi-humaine. Les Obras, qui possèdent une force militaire rivalisant avec celle de l'armée démoniaque, pourraient devenir une menace importante si rien n'est fait. Pour renforcer l'empire des démons, le Seigneur des démons cherche à fusionner avec les Obras. Cependant, leur chef, Obir, est connu pour être difficile à négocier. Confiant dans les capacités de Denosuke, le Seigneur des démons lui accorde les pleins pouvoirs pour mener les négociations. Denosuke apprécie la confiance qu'on lui accorde, mais il est parfaitement conscient du danger que cela représente. À son grand soulagement, Ulmandra propose de l'escorter jusqu'à la tribu Obra pour lui apporter un soutien supplémentaire. Avant de partir, Denosuke décide de consulter Nom, le chef de la division demi-humaine de l'armée démoniaque. Ses connaissances sur les Obras pourraient s'avérer précieuses. Cependant, Ulmandra refuse catégoriquement de l'accompagner en raison d'une vieille querelle avec Nom. Elle se porte volontaire pour préparer les chariots pendant que Denosuke rencontre Nom. Denosuke trouve Nom en train de diriger un entraînement rigoureux sur le terrain d'entraînement de l'armée des démons. Impressionné par son leadership et le moral élevé de ses troupes, Denosuke attend la fin de la séance pour l'approcher. Lorsqu'il lui explique sa mission et lui demande des informations sur la tribu Obra, Nom admet qu'elle ne sait pas grand-chose, mais l'avertit qu'Obir, le chef des Obras, est un négociateur particulièrement coriace. Sa prudence renforce la détermination de Denosuke à se préparer minutieusement à la tâche difficile qui l'attend. Fort de ces nouvelles connaissances et du soutien d'Ulmandra, Denosuke se prépare au voyage, prêt à prouver sa valeur à l'armée des démons. Elle ne peut rien faire pour l'aider, et de toute façon, elle ne voudrait jamais travailler sur quoi que ce soit avec Ulmandra. Elle demande donc à Denosuke de la sortir de là. Denosuke ne s'est même pas rendu compte qu'Ulmandra se tenait derrière lui. Il se retourne et lui demande pourquoi elle est ici, et pourquoi elle est si en colère. Ulmandra explique qu'elle avait déjà fini de vérifier les chariots et qu'elle est venue trouver Denosuke parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Cependant, le fait de voir le gnome l'exaspère et ils commencent à se disputer. Denosuke commence à s'inquiéter du fait qu'Ulmandra et Gnome semblent se détester. Denosuke et Ulmandra finissent par arriver au château de l'ogre.
Avant de pouvoir entrer, ils sont arrêtés à la porte et on leur dit d'attendre que l'ogre leur donne la permission. Ulmandra trouve ridicule d'être retenu si longtemps à l'extérieur, mais Denosuk a déjà vu cette tactique. Il sait qu'Ogre essaie d'utiliser ce délai pour les déstabiliser et rendre les négociations plus difficiles. Il conseille à Ulmandra de rester calme, mais elle est sur le point d'exploser de rage. Heureusement, avant qu'elle ne passe à l'acte, l'assistant d'Ogre arrive et les informe qu'ils peuvent entrer. Alors qu'ils entrent, Denosuk remarque que l'armure d'Ogre est en piteux état. Ils parviennent enfin à la salle du trône d'Ogre et se retrouvent face à face avec Ogre lui-même. Ulmandra tente d'entamer les négociations. Il déclare qu'il se moque de la raison de leur présence et qu'il ne les écoutera jamais, à moins, bien sûr, que le roi ne se soit rendu à lui. Dans ce cas, il pourrait envisager de les écouter, mais seulement s'ils acceptent de tuer leur chef, le seigneur démon. Ulmandra est furieuse devant les exigences scandaleuses de l'ogre et est prête à s'emporter. Mais Denosuk lui prend rapidement la main et lui dit de rester calme. Une explosion de violence est exactement ce qu'espère l'ogre. Se retournant vers Ogre, Denosuk, de sa voix d'homme d'affaires la plus polie, dit qu'Ulmandra et lui vont sortir pour une brève discussion. Dehors, Ulmandra laisse éclater toute sa rage, maudissant l'existence même d'Ogre pour avoir osé dire de telles choses. Elle est prête à revenir et à le déchirer membre par membre. Denosuke la calme en lui rappelant que réagir aux provocations de l'ogre est précisément ce qu'il veut. Ogre cherche délibérément à les mettre en colère, dans l'espoir qu'ils fassent une scène et sabotent les négociations. De cette façon, il peut éviter de les rejeter directement et leur faire porter la responsabilité de l'échec des négociations. Maintenant qu'elle sait ce qu'Obir essayait de faire, Ulmandra décide de se calmer, mais elle est toujours très frustrée par le fait qu'Obir ait insulté le seigneur démon. Denosuk est lui aussi en colère, mais cette colère ne peut que nuire à leurs chances de succès, et ils doivent donc faire preuve de prudence. Obir, cependant, n'est pas prêt à négocier, ce qui ne leur laisse que peu d'options. C'est alors que la fille de tout à l'heure apparaît et se présente comme la fille d'Obir, Olulu. Elle demande à Denosuk et Ulmandra de l'aider à tromper son père. Elle les conduit dans une pièce vide, expliquant qu'il s'agit de la cave à nourriture, qui est totalement dépourvue de nourriture. Obir est connu pour sa force et son influence parmi les demi-humains, mais des problèmes financiers les ont récemment accablés. La situation s'est tellement détériorée que beaucoup d'habitants ont du mal à trouver de la nourriture. Denosuke s'en doutait. Lorsqu'ils sont arrivés, il a remarqué le mauvais état de l'équipement d'Obir, ainsi que l'atmosphère froide et vide du château. Cette situation est fréquente lorsque de grandes organisations sont au bord de l'effondrement. Elles essaient de sauver les apparences, mais en interne, elles sont au bord de la faillite. C'est précisément ce qui se passe dans la tribu des Obir. Olulu pense que la seule façon de reconstruire est de compter sur l'aide de l'armée des démons, mais son père ne veut rien entendre. Pour ne rien arranger, il est gravement malade. Ils ont caché sa maladie, c'est pourquoi ils ont fait venir Ulmandra et Denosuk pour gagner du temps pendant qu'ils préparaient la réunion. Malheureusement, son état s'est aggravé et il est proche de la mort. Si Obir meurt dans ces circonstances, c'est la fin de leur tribu. Olulu demande donc à Denosuk de l'aider. Denosuk reconnaît ses inquiétudes, mais la réprimande pour avoir partagé une information aussi cruciale. En tant que fille du chef, elle doit être prudente quant aux personnes en qui elle a confiance. Olulu insiste sur le fait que Denosuk est quelqu'un de bien. Elle a confiance en sa capacité à juger les gens, c'est pourquoi elle lui a parlé de la situation. Enfin, elle demande à Denosuk de sauver la tribu des Obir en l'épousant. Denosuk est stupéfait et Ulmandra se met en colère, mais Olulu est tout à fait sérieuse dans sa proposition. Tous les ogres de la tribu d'Olulu sont aussi stupides que des pierres, et le seul moyen pour elle d'assurer la prospérité de l'armée des démons est qu'un homme intelligent comme Denosuke l'épouse et devienne le nouveau chef. Denosuke essaie de dissuader Olulu de prendre des décisions irréfléchies, mais elle est convaincue que c'est le seul moyen de sauver la tribu des ogres. Elle est prête à officialiser leur mariage immédiatement, mais Ulmandra s'y oppose.
Plus tard dans la nuit, Denusk est assis dans son bureau, se demandant comment il va se sortir de ce pétrin. L'ogre refuse de négocier avec lui et insiste pour l'épouser. Ne pouvant se permettre d'échouer dans sa deuxième mission pour le Seigneur Démon, il décide d'aller au bar de sa tête pour se changer les idées. Mais cette fois, il n'est pas seul. La version imaginaire de Denusk, Ulmandra, est assise à côté de lui et se dispute avec le barman pour savoir ce qui est le plus cool, les gorilles ou les lions. En réalité, un gorille l'emporterait sur un lion tous les jours de la semaine, mais Ulmandra insiste sur le fait que les lions sont plus cool parce qu'un groupe de lions s'appelle une troupe. Dès que Denusk entend cela, il sort de sa transe et trouve une idée infaillible pour gérer la situation. Le lendemain matin, Denusk appelle Ulmandra à l'extérieur et s'excuse de l'avoir réveillée si tôt. Il a besoin de son aide pour des négociations. Mais pour que son plan fonctionne, ils doivent d'abord se rendre ailleurs. Et si tout se passe bien, ce sera Ogre qui demandera une réunion de négociation. Une semaine plus tard, Denusk et Ulmandra sont appelés dans la salle du trône du chef, comme Denusk l'avait prévu. Ogre a l'air furieux. Il vient de découvrir que toutes les tribus environnantes ont formé une alliance avec l'armée démoniaque au cours de la semaine passée. Et il veut une explication. Il y a une semaine, Denusk avait expliqué à Ulmandra son plan de recruter d'abord les petites tribus au lieu d'essayer de convaincre directement Ogre. Cela ne devrait pas être trop difficile, car tout comme la tribu des ogres, les autres tribus souffrent également d'une pénurie alimentaire et peuvent être influencées par la promesse de soutien. Ulmandra avait compris le plan de Denusk, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi bien. En forçant Ogre à entrer en négociation, la stratégie de Denusk rappelait quelque chose qu'il faisait lorsqu'il vendait un produit sur Terre. Lorsqu'il tentait d'approcher directement une grande entreprise, il se faisait généralement rejeter. Il avait donc décidé de cibler d'abord les petites entreprises, leur vendre son produit, et finalement, la grande entreprise viendrait le contacter, voulant acheter le produit pour ne pas être laissé pour compte. De la même manière, si toutes les demi-humaines environnantes rejoignaient l'armée démoniaque, le chef orgueilleux des ogres ne laisserait pas cela passer inaperçu et serait forcé de répondre. Pour l'instant, Denusk joue l'innocent, agissant comme s'il avait simplement proposé de former une alliance avec les groupes plus petits parce qu'il luttait pour survivre et avait besoin du soutien de l'armée démoniaque. Mais cela ne fait qu'irriter encore plus Ogre, car il n'a jamais accepté de négocier. Tout se passe selon le plan. Maintenant que l'ogre a perdu son calme, il est beaucoup plus sensible aux tactiques de négociation de Denosuk. Denosuk commence par expliquer que les alliances n'ont pas été formées uniquement par lui. Il a eu l'aide d'Olulu. L'ogre n'arrive pas à croire que sa propre fille lui ait trahi de cette manière. Cependant, elle lui dit que c'était nécessaire pour le bien de leur tribu au bras. Le seul moyen de sortir de leur situation actuelle est de compter sur l'aide de l'armée des démons. Même s'il ne veut pas l'admettre, les temps ont changé. Il vieillit et est malade, et ils doivent rejoindre l'armée des démons s'ils veulent survivre. À ce moment-là, Denosuk propose une alternative. Au lieu de rejoindre l'armée des démons, il pourrait former un partenariat égalitaire. Pour être honnête, Denosuk a inventé cela sur le moment, car il n'a rien changé à l'accord. Mais s'il le présente comme un partenariat égalitaire, le fier chef Obra sera sûrement plus enclin à accepter. Comme prévu, l'ogre semble ouvert à l'idée, mais demande un peu de temps pour y réfléchir. Quelques jours plus tard, Ulmandra se précipite dans le bureau de Denosuk avec une bonne nouvelle. Elle lui dit que les Obras ont accepté l'alliance avec l'armée des démons, ce qui est une excellente nouvelle, mais Denosuk a des affaires plus urgentes à traiter. Le seigneur démon lui a demandé de choisir un assistant. Il a donc passé en revue les candidatures pour trouver la bonne personne. Honnêtement, il souhaiterait pouvoir choisir Ulmandra, car elle est tellement fiable. Ulmandra, comprenant mal cela comme une proposition, devient un peu gênée. À ce moment-là, on frappe à nouveau à la porte. Denosuk va voir et trouve Olulu debout. Elle lui dit qu'elle est ici en tant que représentante de la tribu Obra pour leur alliance avec l'armée des démons.
Elle lui exprime sa gratitude pour son aide et lui fait remarquer que son père est devenu beaucoup plus diplomate depuis leur rencontre. Olulu propose de faire n'importe quoi pour montrer sa gratitude, et puisqu'elle a dit n'importe quoi, Denosuk lui demande si elle aimerait devenir son assistante personnelle. Olulu accepte volontiers le poste. Cependant, Ulmandra, jalouse, refuse de regarder Denosuk dans les yeux. Elle se rappelle qu'ils sont rivaux et qu'ils ne peuvent pas être amis. Denosuk est perplexe face à son comportement soudain et étrange, mais il n'en reste pas moins que ce mois a été bon pour lui. L'armée des démons s'est considérablement développée, mais cette croissance s'accompagne de risques accrus, et chacun doit donc rester vigilant. Le lendemain, Denosuk était profondément absorbé dans son travail, conseillant des moyens d'améliorer l'efficacité sur certaines questions militaires. Soudainement, il entra dans son bureau pour annoncer que les négociations avec la tribu des ours avaient été un succès. Maintenant, il appartenait au gestionnaire étranger d'organiser les termes pour chaque côté afin de finaliser l'accord. En y réfléchissant, Denosuk se rappela des réunions interminables où ces termes semblaient toujours flous, mais il semblait que ces jours-là étaient révolus. Il avait également entendu dire que ces efforts pour faciliter une alliance entre l'armée démoniaque et les Obras seraient récompensés lors d'une cérémonie dont les détails seraient fournis après le déjeuner. Surpris par cette nouvelle, Denosuk se dit qu'il n'avait jamais reçu autant qu'un sandwich au jambon en supplément de son salaire dans son ancien poste. En parlant des avantages de son nouveau rôle, le déjeuner lui fut livré dans son bureau par nulle autre que l'agresseuse de l'enfer elle-même, Ulmandra. Cependant, la bouillie de Jim servie était plutôt insipide, d'après Denosuk. Ulmandra admit avoir dilué la bouillie avec de l'eau pour qu'elle dure plus longtemps, ce qui laissa Denosuk assez frustré. La bouillie était faite de Jim, un type de grain cultivé dans les terres agricoles autour de la ville. Grâce à Olulu, qui était bien versé dans les études royales et la diplomatie, Denosuk apprenait à connaître ce nouveau monde. Finalement, la ration militaire de l'armée démoniaque n'était qu'une pauvre bouillie de Jim, ce que Denosuk comprenait, mais en vérité, il lui manquait de la viande. Sentant la frustration de son ami, bien qu'il ne l'ait pas exprimée, Ulmandra lui assura qu'elle comprenait son problème et l'invita à partir en chasse. Plus précisément, lorsqu'ils arrivèrent dans la forêt, Ulmandra expliqua que l'armée avait reçu une mission d'exterminer des bêtes magiques dans la région. Parmi les demi-humains qui y vivaient, 5 orques avaient été entièrement dévorés. Denosuke paniqua, mais le démon expliqua que les forts se nourrissent des faibles. C'était la loi de la nature. Normalement, les orques trouveraient un moyen de vaincre ces bêtes magiques par eux-mêmes, mais cette fois-ci, l'ennemi était trop fort. Étant donné que la bouillie de Jim devait être diluée pour durer, Denosuk imagina que les orques n'étaient pas totalement en bonne santé et bien nourris, surtout avec cette catastrophe des bêtes magiques. Sans aucun doute, ce monde était aussi problématique que celui des humains à l'origine. Interrompant ses pensées, Ulmandra cria qu'elle avait trouvé un champignon comestible que les orques collectaient lorsqu'ils ont été attaqués. Ce champignon était considéré comme un ingrédient très précieux dans la région. Saisissant l'occasion, Ulmandra prévoyait d'attendre qu'un tableau magique apparaisse de lui-même. Il ne fallut pas longtemps avant que la bête géante n'émerge avec ses yeux rouges et ses crocs acérés. Ulmandra ordonna à Denosuk de reculer lentement tandis qu'elle s'occupait du problème. Puis, d'un coup de pied tournant dévastateur, elle frappa la tête de l'animal de plein fouet. Fukishimura estime que les sangliers n'ont pas la notion de l'espace tridimensionnel et qu'ils ne peuvent percevoir que ceux qui se trouvent directement devant, derrière ou à côté d'eux. C'est dans cette optique qu'Ulmandra lança une attaque aérienne, laissant la créature momentanément sonner. Cependant, le sanglier se remit rapidement du coup et lui lança plusieurs rochers avec ses défenses. Ulmandra, démontrant son immense agilité, esquiva les projectiles et donna un coup de poing dans la cage thoracique du sanglier. Fukishimura a noté que pour qu'Ulmandra puisse délivrer une telle force, elle devait être elle-même un monstre, mais la différence de résistance entre elles était surréaliste. Malgré sa force, le démon n'avait pas le pouvoir décisif pour mettre fin au combat.
Après tout, les bêtes sauvages comme les sangliers comptaient sur leur défense et leurs griffes pour menacer leur proie, tandis que les humanoïdes comme Denosuke et Ulmandra étaient des êtres fragiles avec une très faible capacité de tuer. Fukishimura se dit que les humains ont toujours compensé leur manque de force naturelle par des armes externes telles que des épées, des boucliers, des grenades et des fusils. Denosuke, conscient de cela, ne comprenait pas pourquoi Ulmandra n'avait pas apporté d'armes pour une chasse aussi difficile. Réalisant qu'elle ne pouvait pas vaincre le sanglier en utilisant des méthodes conventionnelles, Ulmandra décida de révéler certaines de ses véritables capacités. Comme ces techniques épuisent le corps, elle évitait généralement de les utiliser, mais il n'y avait pas d'autre option dans ce combat. Lorsque le sanglier chargea contre elle, elle élabora rapidement une stratégie pour s'assurer que la créature deviendrait immangeable. Elle saisit sa défense et l'extermina avec une sorte d'énergie rougeâtre. Terrifiée, Denosuke se demanda si c'était de la magie démoniaque. Ulmandra, imperturbable, l'invita à manger le sanglier, mais Denosuke avait perdu son appétit après avoir assisté à cette scène troublante. Plus tard, le général de l'armée démoniaque reçut des remerciements de la part des demi-humains locaux, tandis que Denosuke réfléchissait à ceux que C.S. Jean était tout comme le sanglier, ceux qui le rendaient encore plus perturbé. Un habitant remit à Ulmandra la jambe du sanglier pour la cuisiner, lançant ainsi le festin. Denosuke retrouva un peu d'enthousiasme, sachant qu'il allait enfin manger de la viande. Ulmandra fit griller le sanglier avec son feu. Mais lorsqu'elle prépara la deuxième cuisse, elle carbonisa simplement le morceau, poils et tout. Denosuke se plaignit que cela ne correspondait pas à ses goûts, mais elle insista pour qu'il mange. À contre-cœur, Denosuke prit une bouchée, et l'amertume du jus de viande se répandit sur sa langue comme de l'essence. Il se plaignit immédiatement auprès d'Ulmandra de l'obliger à manger un repas aussi horrible. En réponse, Ulmandra rétorqua qu'il se plaignait de chaque repas qu'il recevait. Denosuke, réalisant la différence culturelle entre les humains et les démons, comprit que cet écart risquait de lui causer une indigestion profonde. Pour inverser la situation, Denosuke demanda à un habitant si tout le monde pouvait utiliser le four. Cependant, le demi-humain lui informa avec regret que le sel était presque épuisé, ce qui risquait de gâcher le festin. Déterminé à réparer les choses, Denosuke retroussa ses manches et demanda juste un peu de sel et quelques champignons comestibles pour résoudre le problème. Un peu plus tard, il servit au village du sanglier grillé sur une broche, accompagné d'une soupe de champignons et de sanglier. Lorsque Ulmandra y goûta, elle fut absolument enchantée par la saveur incroyable. Tandis que les villageois savouraient le repas, Denosuke réfléchissait à ses méthodes de cuisine. Il se rappela que les porcs ont tendance à dégager une odeur forte. Alors après que l'odeur se soit dissipée, il avait fait tremper la viande dans l'eau pour en extraire le sang. Comme le porc est riche en graisse, il était important de tenir la viande suffisamment loin du feu pour éviter qu'elle ne brûle, tout en permettant à l'excédent de graisse de fondre. Le même principe s'appliquait lorsqu'on ajoutait de la viande à une soupe. De plus, percer un peu la viande aidait à éliminer l'odeur. Denosuke proposa d'enseigner aux villageois comment cuisiner de cette manière s'ils le souhaitaient. Ulmandra, cependant, estima qu'un tel geste pourrait ternir la réputation des quatre grands. Mais Denosuke pensait le contraire. Il croyait qu'en observant simplement les habitudes alimentaires, on pouvait prédire le développement d'une civilisation entière. Pour cette tribu, si elle avait une manière appropriée de préparer la viande, cela pourrait les aider à évoluer. Les démonistes reconnaissaient que ce village était faible et luttait contre les pénuries alimentaires, ce qui devait changer. À la nuit tombée, Ulmandra invita Denosuke à rentrer chez lui. Pour éclairer leur chemin et tenir les ennemis à distance, elle conjura une boule de feu, une technique que seuls les démons pouvaient manier. En y réfléchissant, Denosuke se dit que, contrairement aux démons, les demi-humains dirigés par le gnome devaient s'entraîner jour et nuit pour compenser leur manque de magie. Curieux, il demanda à Ulmandra si Sylphide était un démon ou un demi-humain. Bien qu'elle n'en soit pas certaine, Ulmandra pensait que Sylphide était un démon, bien qu'il n'ait jamais assisté aux réunions en personne. Plus tard,
Alors qu'ils faisaient route, Dénosuc suggéra à Ulmandra d'utiliser elle aussi des armes, car la magie qu'elle employait mettait du temps à se rétablir, une difficulté qu'ils avaient rencontrée lors de leur combat contre le sanglier. En d'autres termes, se battre sans armes, c'était comme se protéger du froid sans vêtements adéquats. Il fallait donc envisager de porter un manteau. En entendant cela, Ulmandra éteignit le feu et admit que le directeur étranger avait peut-être raison. Cependant, elle a perçu son commentaire comme une insulte. En conséquence, elle changea ses plans et ordonna à Dénosuc de rester au village et d'être raccompagnée au château dans la matinée. Même si elle commençait à lui faire confiance, Dénosuc n'était encore qu'un homme d'un autre monde et son souci d'efficacité ne correspondait pas tout à fait à la façon de penser des démons. Après avoir dit cela, l'agresseur de l'enfer s'est envolé, laissant Dénosuc seul dans la forêt. Se sentant abandonné, il courut rapidement vers le village pour éviter toute surprise potentielle. Le lendemain, après s'être réintroduit auprès du chef, le roi des démons loua le travail de son général humain, mais lui fit remarquer que Dénosuc n'était revenu que maintenant, alors qu'Ulmandra était arrivée la nuit précédente. Sous le coup de l'émotion, Dénosuc s'écria qu'il ne méritait pas d'être l'un des 4 grands. En réponse, le roi lui ordonna de régler son problème avec Ulmandra, en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une simple discussion personnelle entre eux deux. C'était aussi l'occasion pour Dénosuc de mieux comprendre le monde dont il faisait désormais partie. Après la réunion, Dénosuc essaya de comprendre pourquoi Ulmandra avait été si contrariée. Il considéra que les 2 races les plus importantes du royaume étaient les démons et les demi-humains, et son impression initiale était que les démons étaient plus intellectuels, tandis que les demi-humains, comme les orques, étaient plus sauvages. Cependant, en prenant l'exemple d'Ulmandra, il se rendit compte qu'elle démontrait le contraire, notamment dans ses habitudes et sa façon de s'habiller. Dénosuc pensait que la façon dont les gens s'habillaient reflétait leur époque, leur culture, leur religion et leur façon de penser. Dans le cas des démons, il comprenait qu'ils s'appuyaient beaucoup sur la magie pour définir leur identité, alors que les autres races n'étaient pas capables d'en faire autant. Fort de ce nouvel éclairage, Dénosuc en conclut qu'il devait se débarrasser de ses préjugés et étudier plus en profondeur la société dont il faisait désormais partie. Pour ce faire, il prit un livre qui expliquait que, pour les démons, avoir un corps sculptural était une question d'honneur. Il était essentiel pour faire évoluer leur capacité à lancer des sorts. Plus le corps était entraîné, plus la magie devenait puissante. C'est pourquoi les démons portaient souvent des vêtements qui dévoilaient davantage leur corps, afin d'afficher leur honneur et leur puissance magique. Dénosuc repensa à la comparaison qu'il avait faite avec Ulmandra au sujet du port de vêtements appropriés pour se protéger du froid, réalisant que cela pouvait être offensant dans la culture d'Ulmandra. Pendant ce temps, Ulmandra alla directement voir Olulu pour pleurer ses malheurs, affirmant que Dénosuc détestait son corps. Olulu, comprenant la situation, expliqua les différences culturelles entre les humains et les démons. Il a suggéré que Dénosuc ne voyait pas l'exposition de son corps comme quelque chose de positif et qu'il la considérait même comme perverse. Profondément bouleversée, Ulmandra a littéralement enfoui sa tête dans le sol, ne sachant que faire. Olulu, se souvenant de son premier jour en tant que subordonnée de Dénosuc, se demanda comment elle pourrait aider la démone à s'en sortir. Il lui avait dit qu'elle devait se sentir libre de discuter ouvertement de tout ce qu'elle voulait avec lui, car ensemble, ils pourraient trouver une solution à tout. Pendant ce temps, Dénosuc se trouvait dans son bar préféré, mais cette fois-ci, d'autres humains étaient présents, tous vêtus d'uniformes de bureau comme lui. Il savourait son saké et sa viande grillée au poivre jusqu'à ce que le patron du bar lui dise en souriant que ce plat était la spécialité de la maison. Comme c'était la première fois qu'il voyait cet homme sourire, Dénosuc eut une idée. Les 2 hommes se rencontrèrent donc rapidement après avoir compris ce qu'ils devaient se faire. Tout d'abord, l'humain avoua qu'il trouvait le corps de la démone extrêmement sexy, et celle-ci répondit qu'elle n'était pas perverse et qu'elle voulait juste l'entendre faire l'éloge de son corps.
Après avoir réalisé ce qu'ils venaient de dire, ils étaient embarrassés. Dénosuke s'inclina alors pour s'excuser. De même, Dénosuke s'inclina pour s'excuser d'avoir imposé ses idées dans la conversation et d'avoir laissé l'homme seul dans la forêt sur un coup de tête. Honnêtement, Dénosuke avoua qu'il avait senti que sa vie était en grand danger à ce moment-là. Cependant, il souligna que l'important était qu'ils cherchaient à en apprendre plus l'un sur l'autre pour parvenir à une solution, et grâce à cela, il pensait que les deux pourraient être de grands compagnons. Dénosuke ne comprit pas vraiment si le gars voulait dire quelque chose avec des arrière-pensées, mais elle finit par confirmer. Dénosuke était donc soulagé de pouvoir travailler plus sereinement sans que l'environnement du château ne soit perturbé. Après cela, le roi démon rassembla ses sujets et ses alliés pour leur annoncer qu'après l'alliance avec les ogres et l'intégration des 7 tribus, l'armée démoniaque s'était encore renforcée. C'est pourquoi le chef tenait à féliciter Dénosuke pour son incroyable performance en si peu de temps. Pour récompenser ses mérites, la Laure Obscure offrit une pierre magique au général. Cependant, bien que reconnaissant, Dénosuke affirma qu'il n'aurait pas pu accomplir tout cela sans l'aide d'Almandre, et il offrit donc la pierre à la démoniste pour obtenir ses faveurs. En regardant la scène, Olulu se dit qu'offrir un tel objet à une personne du sexe opposé était considéré comme une demande en mariage dans la culture démoniaque. Pendant ce temps, un démoniste inconnu observait la scène de loin et conclut qu'un perdant comme Dénosuke avait gagné en reconnaissance. Quelques jours plus tard, Dénosuke est convoqué à une réunion avec le Seigneur Démon, et il est terrifié car il pense avoir fait quelque chose de mal. Par mesure préventive, il commence à s'excuser et supplie de garder son travail. Le Seigneur Démon est surpris par la réaction de Dénosuke et lui dit qu'il n'est pas en difficulté. Ils ont littéralement organisé une cérémonie de remise de prix pour lui l'autre jour en raison de ses compétences exceptionnelles dans son travail. Cela dit, le Seigneur Démon a quelque chose qu'il souhaite discuter avec lui. Il demande à Dénosuke ce qu'il pense de la relation actuelle entre les demi-humains et les démons de l'armée démoniaque. D'après ce que Dénosuke a observé de première main, il semble que les demi-humains se sentent inférieurs aux démons, car seuls les démons sont capables d'utiliser la magie. Et c'est précisément ce que le Seigneur Démon essaie d'aborder. Alors il demande à Dénosuke de trouver un moyen de permettre à tout le monde d'utiliser la magie, car ainsi, les demi-humains pourront se tenir aux côtés des démons en tant qu'égaux. Dénosuke pense que c'est un bon plan, mais il y a un problème majeur. Dénosuke ne sait pas utiliser la magie au départ, alors comment est-il censé trouver un moyen de permettre à tout le monde de l'utiliser? Le Seigneur Démon réalise que c'est une tâche difficile, mais c'est pourquoi il a offert à Dénosuke une pierre magique et lui donne toute autorité pour décider comment l'utiliser afin d'accomplir sa mission. Cependant, il ne pourra pas le faire seul, alors le Seigneur Démon assigne un spécialiste de la magie pour l'aider. Le spécialiste est Sylphide, et le Seigneur Démon assure à Dénosuke que Sylphide est vraiment très compétent en magie. Mais Dénosuke doit tout de même être un peu prudent, car Sylphide est un vrai casse-pied à gérer. Dénosuke dit qu'il comprend et quitte la salle du trône du Seigneur Démon pour aller chercher Sylphide, et pendant ce temps, Ulmandra l'observe depuis derrière la balustrade. Elle l'espionne à chaque occasion qu'elle trouve depuis quelques jours, en partie parce qu'elle est intéressée par l'avancement de son travail, mais aussi parce qu'elle est encore toute excitée par la proposition en mariage de Dénosuke il y a quelques jours. Dénosuke arrive bientôt à la chambre de Sylphide, alors il frappe à la porte, mais la personne qui répond est Belinda, et elle lui dit que Sylphide n'est pas là pour le moment, qu'il devra donc revenir plus tard. Elle tente ensuite de fermer la porte, mais Dénosuke met son pied dans l'ouverture et insiste pour entrer quand même. Ulmandra a tout vu et elle commence à être contrariée que Dénosuke flirte avec une autre femme après lui avoir déjà fait une proposition en mariage. Pendant ce temps, dans la chambre de Sylphide, Belinda tente de convaincre Dénosuke de partir, puisqu'il n'y a pas de Sylphide ici. Mais il ne croit pas cette histoire, car il sait que Belinda est en réalité Sylphide. Belinda tente de nier, mais Dénosuke a 2 bonnes raisons de croire qu'elle ment. Tout d'abord, il a mémorisé la liste de tous les fonctionnaires de l'armée démoniaque, et il n'y a personne portant le nom de Belinda sur la liste des employés. Ensuite,
Le seigneur démon l'a déjà trahi et a dit à Denusk qu'elle aime se déguiser pour échapper au travail. Sylphide a clairement été prise en flagrant délit, alors elle admet que Denusk a raison à son sujet, mais il ne comprend toujours pas pourquoi elle ferait semblant d'être sa propre assistante. Sylphide explique simplement que si tout le monde connaissait sa véritable identité, on commencerait à lui donner des tonnes de travail à faire, et elle déteste le travail. Quoi qu'il en soit, Denusk a du travail qu'il doit discuter avec elle. Alors il demande à Sylphide si elle peut lui accorder un peu de temps pour parler des outils magiques. Cependant, Sylphide refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit qui demande des efforts, même si c'est sous les ordres directs du Seigneur Démon. De plus, elle a déjà fabriqué quelque chose de similaire par le passé, donc elle n'a aucune raison de le recréer maintenant. Denusk n'a aucune idée que Sylphide a déjà essayé de fabriquer des outils magiques dans le passé, et comme il semble assez intéressé, elle décide de lui montrer son invention. Elle sort un objet et informe Denusk qu'il est fabriqué à partir d'une base minérale qui permet à la magie de circuler facilement à travers, avec des morceaux de pierre magique superposés dessus. Avec cette configuration, l'objet peut être utilisé pour lancer tout type de magie, et cela semble exactement ce que Denusk recherche. Alors il demande à Sylphide s'il peut obtenir la permission de le produire en série. Sylphide lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais que ce prototype coûte 50 millions S à fabriquer, donc il va avoir besoin d'un sacré plan financier pour financer la production en masse. Après tout, le dispositif nécessite des pierres magiques de haut niveau pour être construit, donc bien sûr, cela coûte cher à fabriquer. Denusk est encore choqué après avoir appris à quel point ces objets sont chers, et il comprend maintenant pourquoi Sylphide ne les a jamais mis en production, mais il ne peut tout simplement pas se permettre d'abandonner encore. Alors il lui demande s'il serait possible de réduire le nombre de sorts que le dispositif peut lancer. D'après ce que Sylphide lui a dit, le dispositif nécessite des pierres magiques de haut niveau pour pouvoir lancer plusieurs types de magie différents, donc il suggère de le limiter à un seul sort. Sylphide est intriguée, car elle n'y avait jamais pensé de cette manière. Et après un peu de réflexion, elle confirme que limiter le dispositif à un seul sort réduirait considérablement les coûts, car des pierres magiques de bas niveau pourraient être utilisées pour la production à la place. Elle est vraiment impressionnée que Denusk ait pu trouver cette idée en si peu de temps, et il se trouve qu'il a une pierre magique sur lui. Avec cette configuration, l'objet peut être utilisé pour lancer tout type de magie, et cela semble exactement ce que Denusk recherche. Alors il demande à Sylphide s'il peut obtenir la permission de le produire en série. Sylphide lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais que ce prototype coûte 50 millions S à fabriquer, donc il va avoir besoin d'un sacré plan financier pour financer la production en masse. Après tout, le dispositif nécessite des pierres magiques de haut niveau pour être construit, donc bien sûr, cela coûte cher à fabriquer. Denusk est encore choqué après avoir appris à quel point ces objets sont chers, et il comprend maintenant pourquoi Sylphide ne les a jamais mis en production, mais il ne peut tout simplement pas se permettre d'abandonner encore. Alors il lui demande s'il serait possible de réduire le nombre de sorts que le dispositif peut lancer. D'après ce que Sylphide lui a dit, le dispositif nécessite des pierres magiques de haut niveau pour pouvoir lancer plusieurs types de magie différents, donc il suggère de le limiter à un seul sort. Sylphide est intriguée, car elle n'y avait jamais pensé de cette manière. Et après un peu de réflexion, elle confirme que limiter le dispositif à un seul sort réduirait considérablement les coûts, car des pierres magiques de bas niveau pourraient être utilisées pour la production à la place. Elle est vraiment impressionnée que Denusk ait pu trouver cette idée en si peu de temps, et il se trouve qu'il a une pierre magique sur lui. Les actions d'Ulmandra ont conduit Denusk à perdre connaissance. Alors elle se met à genoux et tente de le secouer jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais tout ce secouement ne fait que le rendre encore plus étourdi. C'est à ce moment-là que Sylphide sort du sous-sol, portant sa tenue habituelle pour qu'Ulmandra ne se rende pas compte qu'elle est la femme de tout à l'heure. Ulmandra commence à se demander si ce qu'elle a vu plus tôt était bien ce qu'elle pensait. Mais soudainement, l'assistante d'Ulmandra, Lilom et Olulu entrent dans la pièce
visiblement préoccupé par une urgence majeure. Un groupe d'oiseaux asiatiques vient d'attaquer quelques villages, et si rien n'est fait rapidement, ces villages seront détruits. Les oiseaux asiatiques sont de grands oiseaux incapables de voler, connus pour leur nature féroce, et ils représentent une menace tellement grande que le seigneur démon a ordonné que tout soit mis en œuvre pour les repousser. C'est pourquoi Lilom est venue chercher Ulmandra, puisqu'elle est la seule personne capable de gérer un groupe aussi large. Alors qu'elle est tirée hors de la pièce, Ulmandra exprime sa déception, car elle voulait passer du temps avec Denusk. Mais Sylphide voit là une occasion idéale de tester le nouveau dispositif magique. Alors, elle a l'intention d'emmener Denusk sur le champ de bataille. Une fois dehors, Denusk dit aux habitants de reculer un peu, car ce qu'ils vont faire pourrait être dangereux. Sylphide règle la pierre magique pour lancer un sort de feu simple et la lui remet afin qu'il puisse l'essayer. Avant cela, Denusk lui demande si cet objet possède des dispositifs de sécurité, mais Sylphide lui assure que même s'il explose, il ne perdra qu'un bras. Cela ne le rassure pas du tout. Il décide néanmoins de le tester malgré les risques. Alors, à l'approche du groupe d'oiseaux asiatiques, Denusk lui demande de commencer à canaliser l'énergie depuis l'appareil. Il émet un étrange bruit lorsque Denusk l'active, mais Sylphide lui dit que c'est juste ainsi qu'il fonctionne. Elle veut maintenant que Denusk imagine que l'appareil est une extension de son propre corps et laisse l'énergie circuler jusqu'à ce qu'elle s'accumule dans sa main droite. Denusk suit ses instructions et, au bout de quelques instants, il forme une boule de feu dans sa main. Denusk est émerveillé de constater qu'il a effectivement réussi à utiliser de la magie et, comme la première phase a été un succès, Sylphide lui dit de commencer à attaquer les oiseaux. Denusk n'est pas sûr que cela va fonctionner, mais il lance quand même une boule de feu sur l'un des oiseaux, qui est immédiatement pulvérisé. Sylphide l'encourage à continuer jusqu'à ce qu'il ait éliminé tous les oiseaux. Alors Denusk enchaîne les boules de feu et, pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, il se sent vraiment assez fort pour gagner un combat. Cependant, ce sentiment de puissance est de courte durée, car, dans le moment suivant, le dispositif magique grille et il ne peut plus utiliser de magie. L'un des oiseaux se rapproche de Denusk et est sur le point de le tuer. Mais avant que cela ne puisse arriver, Sylphide élève une barrière autour de lui. Denusk tente de réutiliser l'appareil, mais cette fois, il semble juste attirer lentement les oiseaux au lieu de lui permettre d'utiliser la magie. Sylphide s'occupe des oiseaux qui s'approchaient de Denusk. Puis elle lui demande pourquoi il n'utilise plus le dispositif pour lancer de la magie. Il lui montre le cristal et il est clairement en surcharge. Il semble que les cristaux magiques de bas niveau ne soient pas suffisants pour maintenir l'appareil après tout, donc cet essai est un échec. Pour l'instant, ils ont réussi à chasser les oiseaux. Alors les villageois célèbrent en préparant un pot-au-feu avec la viande des oiseaux. Pendant que Denusk prend un bol de ragoût, Sylphide se trouve près de l'arbre, en train de jouer avec un des enfants demi-humains. Denusk s'approche et exprime sa surprise, car il avait l'impression que tous les demi-humains étaient forts, mais il n'avait aucune idée que certains étaient aussi faibles. Sylphide est d'accord avec lui, mais même s'ils sont faibles, les demi-humains comme eux sont toujours très gentils, et cela lui rappelle un peu son passé. Sylphide est née dans une famille de marchands elfes, mais les choses ont mal tourné et elle a fini par être expulsée. Elle a ensuite vécu en errance pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle soit accueillie dans un village de demi-humains. Les demi-humains étaient extrêmement gentils avec elle, mais aucun d'entre eux ne savait utiliser la magie et à cause de cela, ils vivaient dans la pauvreté. Sylphide voulait les aider, alors elle s'est lancée dans l'invention d'un dispositif qui leur permettrait d'utiliser la magie, mais en chemin, elle s'est laissée distraire et a oublié la raison originale de tout cela. Elle se tourne vers Denusk et lui dit que son objectif en tant que chercheuse est d'aider les gens, donc ils doivent absolument réussir ce projet, peu importe quoi. Surtout puisque d'autres oiseaux de ce genre finiront bien par attaquer ce village à nouveau. Denusk y réfléchit un moment, puis il a une excellente idée. Il demande à Sylphide si elle peut fabriquer plus de ces dispositifs magiques d'ici demain matin.
Puisqu'elle a déjà créé les designs, cela ne devrait pas prendre longtemps, mais elle ne pourra pas apporter d'amélioration au design sans ses outils. Denusk lui dit qu'elle n'a pas besoin d'apporter d'amélioration, car ce qu'il essaie de faire fonctionnera avec le design actuel. Le lendemain matin, Denusk et Sylphide partent confronter le groupe d'oiseaux qui chargeaient vers le village, et avant que les oiseaux n'arrivent jusqu'ici, Denusk active les dispositifs magiques qu'il avait plantés dans le sol à l'avance. Le bruit provenant de tous les dispositifs qui s'activent en même temps est tellement perturbant pour les oiseaux qu'ils changent d'avis et s'enfuient, renonçant à attaquer le village. Et le meilleur dans tout ça, c'est que, puisqu'aucun sort n'a été lancé, les pierres magiques du dispositif dureront très longtemps, ce qui signifie qu'ils peuvent garder les villages isolés en sécurité tout en économisant sur les coûts. Le Seigneur Démon est grandement satisfait de l'innovation qu'ils ont accomplie ensemble. Alors il demande à Sylphide de commencer la production en masse des dispositifs magiques afin qu'ils puissent être distribués à tous les villages qui en ont besoin. Un peu plus tard, Denusk retrouve Sylphide pour la remercier de toute son aide, car il n'aurait jamais pu obtenir ce résultat tout seul. De son côté, Sylphide remercie Denusk pour son aide, car il a ravivé son enthousiasme pour ses recherches et lui a rappelé qu'elle fait tout cela pour aider les gens. Elle lui est vraiment reconnaissante, alors elle lui dit que s'il a besoin d'aide pour quoi que ce soit, il peut venir la voir. Avant de partir, elle lui donne un dispositif magique qu'elle a fait spécialement pour lui. Auparavant, Yoder ne pouvait gérer que 10 sorts au maximum, mais celui-ci peut en supporter au moins 30, ce qui devrait l'aider s'il se retrouve un jour en danger. Denusk retourne ensuite à son bureau, plus motivé que jamais à finir sa paperasse. Mais avant même qu'il puisse commencer, il perd connaissance lorsque Ulmandra entre en trombe. Elle vient d'apprendre toute l'histoire de la mission de recherche avec Sylphide, et elle voulait lui présenter ses excuses pour avoir pensé qu'il flirtait avec une autre femme alors qu'il lui avait déjà fait une demande en mariage. Mais lorsqu'elle le voit inconscient sur le sol, elle se précipite à ses côtés pour vérifier s'il va bien. Plus tard, Denosuk invite Ulmandra à faire du shopping, et elle est si nerveuse à l'idée qu'elle se rend chez Olulu pour demander des conseils. Être invitée à faire du shopping avec lui ne peut signifier qu'une seule chose, donc Ulmandra est certaine que Denosuk l'a invitée à un rendez-vous. Et puisqu'il en est ainsi, elle prévoit de sortir le grand jeu pour impressionner Denosuk. Ulmandra a l'intention de ne porter rien d'autre qu'un bikini pour montrer autant de son corps que possible, mais Olulu lui dit que ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Denosuk pourrait être mal à l'aise avec une telle tenue, donc il vaudrait mieux opter pour quelque chose d'un peu plus conservateur. Ulmandra suit les conseils d'Olulu et, heureusement, Denosuk semble vraiment aimer sa tenue, ce qui lui fait penser que ce rendez-vous pourrait bien se passer et que sa relation avec Denosuk pourrait passer à un niveau supérieur. Malheureusement, il s'agit de Denosuk, donc la seule raison pour laquelle il a invité Ulmandra à faire du shopping, c'est qu'il voulait faire des recherches sur le marché. Ulmandra est sérieusement déçue lorsqu'elle réalise que ce n'est finalement pas un rendez-vous. Elle est pratiquement en train de bouillir de colère, mais elle veut quand même aider Denosuk. Alors elle lui demande quel genre de recherche il mène. Denosuk explique qu'il est toujours judicieux d'obtenir les avis des habitants, car cela pourrait lui donner une perspective différente et l'aider à améliorer l'armée des démons. Cependant, pour l'instant, il dit qu'il veut juste profiter du paysage avec Ulmandra, ce qui la prend au dépourvu, mais ce n'est toujours pas un rendez-vous. Alors qu'il s'approche d'un stand, le propriétaire reconnaît Denosuk comme l'un des généraux d'élite de l'armée des démons. Denosuk est surpris que les gens sachent qui il est, mais des rumeurs circulent à propos d'un humain que le Seigneur Démon a personnellement invoqué, et le costume de Denosuk le rend plutôt reconnaissable. L'homme reconnaît également Ulmandra, et comme elle et Denosuk sont ensemble ici, il suppose qu'ils sont en rendez-vous, mais Ulmandra le nie parce que Denosuk a déjà précisé que cette sortie est liée au travail. Elle explique qu'ils sont ici pour effectuer des recherches de marché, et puisque c'est le CA, l'homme leur propose de leur montrer quelques-uns de ses meilleurs articles. Un ensemble d'ornements en or pur, et comme ce n'est pas tous les jours qu'il est fréquenté par des généraux de l'armée,
Il propose même de leur accorder une réduction s'ils achètent ces 2 coupes en paire. L'homme commence à expliquer que ces coupes sont généralement achetées par des couples qui se marient. Mais sans réfléchir davantage, Denosuk dit qu'il veut les acheter pour lui et Ulmandra, ce qui donne à Ulmandra des signaux contradictoires, car cela ressemble à une tentative de flirt de la part de Denosuk. Mais en réalité, il a juste acheté les coupes pour obtenir des informations du marchand, ce qui déçoit une fois de plus Ulmandra. Après un peu plus d'investigation, Denosuk s'assoit avec Ulmandra pour boire un café tout en examinant les résultats de leurs recherches. Selon ses conclusions, les récentes alliances formées avec les autres territoires des demi-humains ont été bien accueillies par la population, ce qui favorise une belle intégration des différentes cultures. Cependant, cela a également conduit à certains effets secondaires négatifs. En particulier, l'augmentation de la population a provoqué une pénurie alimentaire sans précédent et le prix des cultures de base comme le gym est devenu trop élevé pour que les gens puissent se les permettre. Ulmandra a également remarqué la hausse des prix. Elle s'est rendue chez l'un des détaillants alimentaires et a exigé de savoir pourquoi il rendait le gym si cher. Mais même lorsqu'il était violemment secoué, le détaillant lui a répondu qu'il ne pouvait pas se permettre de baisser ses prix, sinon il risquerait de s'endetter. Le prix du gym est sans aucun doute artificiellement gonflé. Mais si les détaillants ne sont pas responsables de cette augmentation, alors ce doit être le fait des grossistes. Les grossistes sont ceux qui se chargent de distribuer les marchandises après des achats en gros auprès des agriculteurs. D'ordinaire, ce système fonctionne bien, mais il y a une chance que les grossistes augmentent artificiellement les prix du gym pour maximiser leurs profits. Et comme les détaillants sont obligés d'acheter au prix gonflé, ils doivent à leur tour augmenter leur prix pour rester en activité. Puisque les grossistes sont probablement responsables, Ulmandra pense qu'ils devraient entrer dans leur bâtiment et exiger que les prix soient normalisés. Cependant, Denosuk estime que ce n'est pas une bonne idée, car ce qu'il a dit sur la responsabilité des grossistes n'est pour l'instant qu'une pure spéculation. Ils ne peuvent pas se permettre de mettre les grossistes en colère, car cela pourrait provoquer une catastrophe nationale s'ils ne font pas attention. Les ventes sont gérées par une grande guilde commerciale qui détient un pouvoir considérable. Donc, avant d'agir, ils doivent recueillir plus d'informations sur cette affaire. Cela dit, Denosuk annonce qu'ils ont terminé leur recherche de marché pour la journée. Cependant, il reste encore beaucoup de temps avant qu'ils ne doivent retourner au château. Denosuk demande alors à Ulmandra si elle a envie d'essayer quelque chose en attendant. Ulmandra est enthousiaste, car cela pourrait être sa chance d'avoir un vrai rendez-vous avec Denosuk. Mais tout espoir de passer un moment seul avec lui disparaît lorsque Gnome arrive. Denosuk est surpris de la voir ici et lui demande si elle est sortie faire des achats également. Gnome explique que c'est une journée importante pour son peuple et qu'elle est là pour acheter des cadeaux pour les personnes qui lui sont chères. Dans ce cas précis, elle achète des cadeaux pour ses camarades de l'armée des démons, mais elle garde toujours une rancune envers Ulmandra, donc Ulmandra ne recevra rien d'elle. À ce moment-là, 2 demi-humains rats s'approchent de Gnome et la supplient de les aider à sauver leur magasin de la faillite. 6 d'eux-là semblent vraiment désespérés. Alors Denosuk et les autres décident de les suivre jusqu'à leur magasin pour demander quel est le problème. Le couple de rats explique qu'ils tiennent ce magasin depuis des années et vendent une nourriture appelée but ***. Mais année après année, leurs ventes ont diminué et ils luttent depuis un certain temps pour rester en activité. Cependant, récemment, un grand marchand nommé Buddha Galion les a contactés et a passé une commande importante chez eux, affirmant qu'il pourrait faire un joli bénéfice en revendant le Chumozu, étant donné que le gym est si cher de nos jours. Le couple était ravi d'entendre une si bonne nouvelle, alors ils ont travaillé sans relâche toute la nuit en utilisant chaque dernier ingrédient qu'ils avaient pour honorer la commande de Buddha Galion. Malheureusement, ce matin, lorsqu'il était censé venir récupérer la commande, il s'est soudainement désisté et a dit qu'il n'était plus intéressé.
Le couple se retrouve donc avec une énorme quantité de produits invendus et s'ils ne trouvent pas rapidement une solution, ils feront faillite à cause de tout l'argent qu'ils ont gaspillé. Le problème est clairement sérieux, mais personne ne peut penser à une solution. Il se tourne donc vers Denosuke, ayant entendu dire qu'il est bon pour résoudre les problèmes. Elle lui demande s'il a des idées pour aider le couple à sauver leur magasin. Heureusement, grâce aux informations qu'il a recueillies sur le marché aujourd'hui, Denosuke dit qu'il a la solution parfaite. Noam demande s'il est vraiment sûr de pouvoir gérer cela et Denosuke la rassure en affirmant que son plan fonctionnera, ce qui signifie qu'elle peut lui laisser le reste. La première étape du plan de Denosuke est que le couple verbalise leur objectif. Il leur demande donc de clarifier ce qu'ils veulent accomplir. Le Shimozu expire en une journée, ce qui signifie qu'ils doivent vendre les 300 portions que le couple a préparées avant la fin de la journée. Denosuke a goûté au Shimozu plus tôt et il semble assez similaire au mochi du Japon. Cependant, il lui manque un aspect clé. Tout comme le mochi, le Shimozu n'a pas de saveur distincte en lui-même, ce qui permet de le combiner avec toutes sortes d'accompagnements et d'épices pour le rendre plus attrayant. Il ne reste plus qu'à décider quelle saveur ajouter au Shimozu. Alors Denosuke demande au couple quel est leur type de clientèle habituelle. Ils répondent que, puisque le Sachemosuo est un aliment traditionnel, il n'est pas très populaire auprès des jeunes, mais qu'il perd maintenant aussi en popularité auprès des personnes âgées. Et pour être honnête, le couple peut comprendre pourquoi, car eux aussi commencent à se lasser de sa saveur fade. Ulmandra n'en revient pas que les rats aient choisi de continuer à vendre du Shimozu alors qu'eux-mêmes ne l'apprécient plus. Mais ce n'est pas le moment de débattre de ce point, car ils n'ont plus beaucoup de temps avant que le Shimozu ne périme. Denosuke propose donc de répartir les tâches. Lui et le couple resteront ici pour réfléchir à de bonnes saveurs à associer au Shimozu, tandis qu'il demande à Ulmandra d'aller dans les magasins qu'il a notés sur cette liste et de leur demander de l'aide pour son plan. Après avoir rassemblé tout ce dont ils ont besoin, Denosuke se rend sur le marché avec un ensemble de tambours pour attirer l'attention des gens. Il leur annonce qu'aujourd'hui est le jour de Rui et qu'ils sont tous invités à participer aux festivités qu'il a préparées. Les gens dans la foule semblent intrigués, car cela a l'air amusant, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'est supposé être le Rouillade. Denosuke commence donc à leur expliquer. D'après ce qu'il a appris, cette fête est basée sur une vieille légende impliquant une jolie jeune fille et un homme qui vendait du Shimozu. Un jour, les deux se rencontrèrent par hasard sur le marché et tombèrent instantanément amoureux l'un de l'autre. Cependant, un homme puissant voulait faire de la jeune fille son épouse, mais comme elle n'était clairement pas intéressée par la proposition du roi, celui-ci, pris de jalousie, interdit à la jeune fille de revoir l'homme qu'elle aimait. Cependant, les deux continuaient à se retrouver en secret et sous le ciel étoilé, ils partageaient du Shimozu tout en souhaitant pouvoir vivre ensemble sans avoir à se cacher. C'est alors que leurs prières furent exaucées par les cieux et ils furent emportés dans le ciel nocturne pour vivre heureux ensemble pour toujours. Cette légende est à l'origine du festival de Ruyad. On dit que si vous échangez du Shimozu avec un être cher et le mangez ensemble, votre vœu pourrait se réaliser. La foule est vraiment captivée par l'histoire de Denosuke et elle souhaite acheter du Shimozu pour essayer cette tradition. Et il se trouve justement que Denosuke connaît un couple qui a un stock énorme de Shimozu. La plupart des gens considèrent le Shimozu Cheers comme ennuyeux et sans saveur. Mais après une séance de réflexion avec Denosuke, le couple a réussi à changer cela et à créer ces nouvelles variations passionnantes. Les gens commencent à acheter une tonne de Shimozu, et même si Ulmandra avait pleinement confiance dans la capacité de Denosuke à trouver une solution, elle est tout de même surprise qu'il ait réussi à convaincre tous ces jeunes de manger une collation destinée aux personnes âgées. Denosuke explique que lorsque la popularité d'un produit est en chute libre, elle peut être restaurée en changeant la cible du public. Plutôt,
Lorsqu'ils faisaient leurs recherches de marché, Denosuke avait remarqué qu'il y avait un grand nombre de jeunes et de familles au marché. Alors pourquoi ne pas les cibler? Avec la nouvelle stratégie de marketing et les nouvelles saveurs, Denosuke ne serait pas surpris si le Shemosu devenait l'article le plus vendu du marché du jour au lendemain. En fait, il réfléchit déjà à des plans pour ouvrir des chaînes de magasins et s'étendre à l'étranger afin d'augmenter les profits. Mais Ulmandra le fait sortir de sa frénésie commerciale. Plus tard dans la soirée, alors que la foule commence à se disperser, Denosuke et Ulmandra vont rencontrer le couple. Ce dernier ne trouve pas assez de mots pour les remercier de leur aide, car grâce à eux, ils ont réussi à vendre tout leur stock. Denosuke leur dit de ne pas s'inquiéter, car leur succès n'est pas uniquement dû à lui. C'est aussi grâce à leur travail acharné, à l'aide d'Ulmandra et au soutien de Gnome également. Noam avait peut-être quitté le groupe au début, mais durant la journée, Denosuke a entendu dire par plusieurs demi-humains que Noam leur avait recommandé cette boutique. Elle a donc dû répandre la nouvelle à propos du magasin de Shemosu pour les aider. Pour montrer leur gratitude, le couple offre à Denosuke et Ulmandra une assiette de Shemosu à partager. Et Denosuke accepte avec joie. Ulmandra commence à rougir en se souvenant de la légende qui dit que partager du Shemosu avec quelqu'un signifie que vous l'aimez. Donc, le fait que Denosuke soit si enthousiaste à l'idée d'en partager avec elle ne peut signifier qu'une seule chose. Elle essaie de ne pas se faire trop d'illusions, mais ensuite, Denosuke sort les coupes de mariage qu'il avait achetées plus tôt et lui dit qu'il veut lui en offrir une. Les preuves qu'il veut l'épouser deviennent accablantes à ce stade. Ulmandra lui demande alors ce qu'il prévoit de souhaiter pendant qu'il partage le Shemosu, et sans hésiter, Denosuke répond qu'il souhaite la réussite de son prochain projet. Une fois de plus, Ulmandra est déçue. Plus tard dans la soirée, Denosuke se rend auprès du démon Lore, car il a quelque chose d'important à discuter avec lui. Pendant ses recherches de marché aujourd'hui, il a réussi à découvrir beaucoup d'informations utiles, mais surtout, il a découvert cet ornement en or qui était à vendre. Ces ornements proviennent d'une nation voisine appelée le Pays de l'Or, en raison de ses mines d'or abondantes. Ainsi, si le démon Lore envisage d'étendre l'armée des démons, Denosuke lui suggère qu'il devrait établir des liens commerciaux avec le Pays de l'Or. Le démon Lore trouve que c'est une excellente idée et dit qu'ils commenceront les négociations commerciales dès que possible. Il sait aussi exactement quoi échanger. Il sort un des dispositifs magiques et dit qu'ils échangeront ces objets avec le Pays de l'Or. Mais Denosuke ne pense pas que ce soit une bonne idée, car le dispositif magique est une technologie que seule l'armée des démons possède. Il estime qu'il ne devrait pas la vendre aussi facilement. Cependant, le Seigneur démon a un autre point de vue. Peu importe ce qu'ils feront, la technologie finira par être volée ou reproduite par des étrangers. Mais ce qui ne peut pas être répliqué, c'est le personnel. Tant que le Seigneur démon a des individus talentueux comme ses 4 généraux, il est sûr qu'ils seront capables de créer des dispositifs magiques encore plus puissants à l'avenir. Il donne à Denosuke la permission de gérer toutes les négociations sur ce sujet, mais il le met également en garde, en lui disant de faire attention, car le roi du Pays de l'Or est un homme redoutable.